qu'on a le plaisir d'organiser en partenariat avec la mairie de Netanya. Je voudrais remercier Georges Doubine et Judith Barzilai, Misra Daklita, Ziva et Chai. Je voudrais remercier aussi Fredo Pachter qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est logistique. Je voudrais remercier Rachel aussi qui nous a aidé à booster les flyers et faire connaître à tout le monde. Je voudrais aussi remercier surtout Liora Lévy qui est avec nous ce soir et qui nous a permis de faire connaissance avec Shlomo, qui sera ce soir notre conférencier d'honneur. Donc, je voudrais vous demander si vous avez la gentillesse de deux choses. Un, de fermer les micros et deux, d'ouvrir les caméras parce que c'est toujours plus sympa de voir à qui on a affaire. Voilà, c'est sympa. Merci beaucoup. Voilà. Et on va laisser la parole à Shlomo. Merci, Shlomo. Alors en tout cas, merci beaucoup à Liora, à Yael, à Fred, de toute l'équipe, parce que c'est la deuxième conférence que je donne. Il y a environ un mois et demi, j'ai donné sur la Mashkanta. Ceux qui seront intéressés, je peux leur envoyer l'enregistrement et le manuel que j'ai écrit en français pour ceux qui font leur alias, ça sera toujours intéressant. Mashkanta, c'est le prêt immobilier. Oui, c'est le crédit immobilier, absolument. Donc, un mot que vous allez entendre très souvent quand vous serez en Israël. Donc là, je vais commencer. Avant de commencer, je vais dire bonjour un peu à tout le monde. J'ai même ma femme qui s'est branchée, voilà, qui me surveille. Et voilà, donc je vais mettre mes coordonnées sur le chat comme ça, ceux qui veulent m'appeler après ou m'envoyer un mail, ils pourront le faire. Et je vais donc avoir l'audace de vous faire tous taire maintenant. Je vais vous mettre en mute et je vais commencer. Donc, on va commencer à parler sur le sujet du budget familial en particulier. Et j'espère que voilà, on a une petite heure, compris les questions et les réponses. N'essayez pas de m'exploser de questions sur le chat parce que je ne peux pas tout regarder, et aussi bien les diapos que les questions. Donc si vous posez une question, vous pouvez intervenir en plein milieu et puis ça ne me dérange pas du tout. On est en famille, donc il n'y a aucun problème. Donc je vous mets tous en sourdine là et on va commencer, on va décoller. Voilà, donc vous m'entendez, c'est bon? Ok, super, parfait. Ok, donc on va faire un petit partage d'écran et on va commencer. Ok, donc aujourd'hui, on va parler donc le sujet sur la gestion du budget familial, un sujet très important à mon sens, et on va comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un grand besoin d'en traiter. Ok, alors vu qu'on est tous sur Zoom et qu'on a tous l'habitude de suivre nos enfants qui font leur étude par Zoom, et bien je vous propose une petite interrogation surprise. Alors, prenez vos claviers, je vais ouvrir le chat parce que je veux que vous me répondiez sur le chat et après on va voir c'est quoi vos réponses en instantané. Donc il faudra répondre du tac au tac. Voilà, il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse, c'est juste pour se mettre en appétit. Ok, alors, le jeu, c'est de compléter une phrase. Une phrase qui va bientôt s'afficher et il va falloir la compléter. Ok? Sans trop réfléchir, ce qui vous sort comme ça en première intuition. C'est bon? Envoyez les réponses donc dans le forum et après on va voir ce que vous avez répondu. Vous êtes prêts? Compte à rebours. Ok. Pour moi, l'argent, c'est... Allez, 10 secondes. Ce qui vous passe par la tête. Ok, très bien. Alors, je lis vos réponses. Ouais. Tout le monde, il y en a qui n'ont pas répondu? N'ayez pas honte, c'est pas grave, il n'y a pas de, c'est pas noté. Alors, une posée, c'est un moyen, c'est utile, c'est le bonheur, c'est important, c'est un tabou. Ah, on en viendra tous à bout, absolument, absolument. Le premier est le plus tôt des deux. Un outil pour mon futur. Ok, d'autres réponses? Ok, alors, en général, vous avez que c'est important, c'est le bonheur, c'est utile. Le malheur des hommes et le bonheur des femmes. Ok, ok, ok. Je ne dirai pas de qui est la réponse. Une galère. Une galère. Ok, intéressant comme réponse. Ok, on verra pourquoi après. Ok, très bien. Ok, bon, on va arrêter là pour les réponses. C'était pour s'échauffer un petit peu. Ouais. Et on va passer à la seconde
interrogation surprise. Donc maintenant que vous avez les doigts bien chauffés sur les claviers, deuxième phrase à compléter. On a compris le jeu, maintenant comment ça marche. Alors on va retenir encore une dernière fois. Il y a encore des jeux après, mais pas pour l'instant. Ok, vous êtes prêts? Il y a la compte à rebours. Alors, pour être riche, il faut... Allez, Kadima, en avant. Il faut répondre tac au tac. Hein. Ok, travailler, transpirer. Ah, intéressant. Vous séchez là. Allez, j'ai encore 10 secondes. Je vous laisse et on va commencer à voir c'est quoi la réponse. Je dirais ça. Je ne donne pas mon avis maintenant. On verra ça tout à l'heure. Ok, intéressant. Moi, je m'éclate. Hein, je vois la réponse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je m'éclate. Ok, alors, c'est bon, là, je crois que on a dit suffisamment là. Alors, qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui là pour être riche, il faut quoi? Il faut être, travailler, transpirer. Ok, intéressant. Bien gérer son argent, pas forcément plus travailler. Ouais. Économiser, faire beaucoup d'études. Ah, intéressant. Bosser, travailler dur. Oula, c'est horrible cette réponse. Travailler dur. Connaître les bonnes personnes. Ouais, je suis d'accord. Travailler dur et oser prendre des risques. Pas mal, pas mal. Savoir gérer les priorités. Ok, super, parfait. On verra plus tard qu'est-ce qu'il en est. Ok. Rappelez-vous de vos réponses. Tout est enregistré, tout sera retransmis. Ok. Eh bien, on va continuer. Ok. Alors, attention, danger financier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas vous mettre dans le stress, mais vous allez voir. Ok. Danger financier. Comment ça? Alors, l'époque que nous vivons, avec toute l'abondance qu'elle nous offre, a créé une situation de danger financier pour quasiment tout le monde. Et quand je dis presque tout le monde, c'est au moins 80% de la population. Le problème est que par manque d'information, on n'est pas vraiment au courant du véritable danger et qu'il faut savoir ouvrir les yeux sur la réalité pour voir vraiment ce qui se passe et comment construire son avenir de façon sûre. Je ne sais pas si des gens ont déjà vu le film, la scène du film dans Matrix, une des scènes anthologiques, où il lui propose de prendre la pilule bleue ou la pilule rouge pour ouvrir les yeux sur la réalité ou pour retourner dans son rêve. Ok? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux sur la réalité. Alors, on est submergé par beaucoup d'informations du jour au matin. On a ça dans la poche, on a ça dans la radio, on a ça partout. Oui, et il y a une telle quantité d'informations, on n'est pas capable de maîtriser totalement et de tout gérer. On est aussi dans une société qui est très très capitaliste, dans laquelle, avec tout ce que ça a de bon, et aussi il faut savoir les côtés ou les dangers potentiels, dans une société dans laquelle le citoyen il est responsable de sa vie. Il doit décider quoi faire de son argent, où l'investir, gérer sa propre retraite, ses caisses d'assurance, santé, tout ça, tout est à sa pomme. Ouais. Il y a une personne que j'aime bien citer, c'est le professeur Daniel Kahneman, un Israélien, qui était prix Nobel d'économie en 2002. Il a beaucoup étudié le côté psychologique de l'économie. Et ces travaux ont mis en évidence que, on pourra faire ça peut-être une autre occasion hein, sur ces travaux, que gérer un budget au niveau aussi bien familial que personnel, ce n'est pas une capacité innée dans la nature humaine. Et bien au contraire. La nature humaine, elle n'est pas faite pour gérer un budget comme il le faut. Et donc, ça demande une attention particulière parce qu'on n'a pas d'éducation financière pour être prêt à l'avance et savoir faire face, comment gérer son propre budget. Je ne sais pas si vous regardez dans les cours de vos enfants, ou même les cours qu'on a nous-mêmes à l'école, il n'y avait pas une demi-minute sur le budget financier, sur la gestion de l'argent et du budget en particulier. Donc, il faut aussi prendre en compte l'environnement culturel du monde occidental. On est une société de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que très tôt, depuis le plus jeune âge, on entend partout, les séries, la télé, le cinéma et les films, que la réussite personnelle, à quoi elle se mesure, pas à nos valeurs, mais à combien d'argent on a réussi à dépenser par mois. Aussi bien au niveau des vêtements, des bijoux, des voitures, des vacances, des tapes à l'œil. C'est comme ça qu'on mesure une réussite. Plus je dépense, plus je suis réussi. Et j'imagine que c'est une phrase qu'on a dû entendre plusieurs fois dans notre vie, c'est qu'on ne vit qu'une fois. Alors si on vit qu'une fois, alors autant profiter un maximum. Et pour ça,
un phénomène qui est très très courant en Israël. Vous voyez, on prend des crédits à tour de bras, évidemment pour vivre au-dessus de nos moyens, parce qu'on ne vit qu'une fois, alors autant profiter au maximum. Et à ce moment-là, ce qui se passe, on verra ça, un exemple mathématique un peu plus tard dans la conférence, que les gens rentrent dans un tourbillon financier et il est très très dur de s'en sortir pour deux raisons. D'une, parce que les gens le redécouvrent très très tard et surtout que les gens ont du mal à comprendre quel est le problème de base, que il y a un problème de gestion. Donc les gens, ils aiment bien vivre, dépenser et profiter de la vie. Ok, on a fait deux petits jeux tout à l'heure. On va recommencer un petit jeu qui va mettre en valeur un des principes que j'ai mentionné. J'imagine que beaucoup de gens ici ont déjà joué à pile ou face dans leur vie. Maintenant, voilà, vous pouvez ouvrir les micros et vous allez me donner vos réponses. Ouais. Si je vous propose un petit jeu de pile ou face avec, mettons, 50 essais, comme ça, on va cumuler la statistique. Si ça sort pile, vous gagnez 100 shekels. Si ça sort face, vous perdez 100 shekels. Est-ce que vous retriez dans un jeu pareil? Vous pouvez ouvrir les micros, hein, là je vous le permets. Après je vous ferai taire après. Moi, non. J'ai trop peur. Ok. Moi non, aussi. Ok. Moi Ah non, non, ça va pas ou quoi? Répète la question. Ah non, hors de question. Pas du tout. Répète la question. Il y a une question, j'ai pas entendu. Ouais, j'ai dit, répète la question. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à rentrer dans un jeu comme ça de pile ou face, vous faites 50 fois d'affilée, pile, vous gagnez 100 shekels, mais si c'est face, vous perdez 100 shekels. Moi, à un moment donné de ma vie, je l'aurais fait, mais maintenant, non. Ok. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis divorcée avec 3 enfants et que la vie est différente aujourd'hui. D'accord, je comprends. Ok. Donc, apparemment... On peut s'arrêter à un moment ou pas? Ouais, 50 essais. Non, mais ça veut dire... Ah non, non. Par exemple, si j'en fais un ou deux, je peux... Ah non, 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 non. Je suis obligée de faire les 50. Ah, alors non, ouais, ça va perdre 5000 shekels. Non, c'est trop. Ok. Maintenant, on va passer au niveau du dessus avec un petit changement. C'est bon? Un petit changement. Si c'est pile, vous gagnez 200 shekels. C'est face, vous perdez 100 shekels. On a encore une fois 50 essais d'affilée. Est-ce que vous vous retirez dans ce jeu-là? Oui. Oui, sans problème. Deux fois plus de chances de Non, gagner. pareil, non. Non plus. La Pareil. loi des grands Moi nombres. non plus. Non plus. Bah, là, on gagne 2 fois plus, donc peut-être que oui. Ah oui. Mais il y a le risque de perdre je toujours 5000 pense shekels. pas. Oui, mais il suffit de gagner 20 fois. Même pas. Il suffit de gagner 25 fois. Quoi. Même pas. Ouais. Non, il suffit de gagner 1 fois. Ok, alors c'est bon, super réponse. Je vous remets voilà, en sourdine et on va passer à l'étape suivante. Ok. Alors cette petite question là, qui était la base une des bases de l'étude du professeur Kahneman, qui prouve le côté irrationnel des décisions économiques. Ouais, il y a un facteur psychologique humain. On déteste perdre beaucoup plus qu'on aimerait gagner. Et en conséquence, on prend des décisions irrationnelles. Dans le cas du deuxième jeu de pile ou face, évidemment qu'il faut rentrer dans le jeu parce que en moyenne, on a 50% de pile ou face, ouais. Donc, on sera toujours gagnant. Mais comme on a la peur de perdre, alors on dit tout de suite, ah non, la peur de perdre, elle nous fait prendre des décisions absolument irrationnelles. Alors que normalement, si on faisait le calcul mathématique, on devrait tout de suite sauter sur l'occasion parce qu'on sera forcément gagnant. Ok, quelles sont les conséquences de ce facteur humain psychologique sur notre vie, sur notre budget? C'est qu'on a besoin de sécurité qui nous place toujours en mode état de survie. On ne cherche pas à prendre on évite on préfère éviter les changements. Ouais, par exemple, on est prêt à rester dans un travail qu'on n'aime pas, plutôt que de chercher à faire un bond en avant et de réaliser ses rêves. Donc, on cherche toujours à rester en arrière et ne pas prendre de risques. On a peur de faire des erreurs. Donc, on préfère subir la situation ou même souffrir en silence par peur de faire des erreurs. Encore une fois, on a dit, on est toujours évalué par les résultats. On a toujours peur du résultat, donc on préfère éviter les erreurs, la peur de perdre. Et beaucoup de gens comprennent aussi le danger financier dans lequel ils sont. Ils sont même pas satisfaits de la façon de vivre, mais encore une fois, ils préfèrent ne rien faire pour changer ça. Pourquoi? Peur du changement, peur des erreurs, peur des résultats, peur de perdre. Et évidemment, ça mène à beaucoup de frustration dans la vie, dans le cours de la vie. Ok, donc maintenant on va passer à l'étape suivante, à savoir comment est-ce qu'on gère un budget familial.
Oui. Donc aujourd'hui, on a en fait une conférence qui est limitée à plus ou moins 1 heure. On ne va pas passer en revue tous les principes et tous les outils nécessaires, ça demande des ateliers à part entière. On va toucher comme ça pour toucher comme ça de façon substantielle à différents points. Après, on verra dans un futur proche si on y touchera peut-être. Ok, alors, le budget familial. Ok, la tendance en général dans la vie, c'est de se lancer à pleine vitesse sans comprendre vraiment où on veut aller. Mais un budget familial, ça doit être géré par des outils qu'on doit apprendre à utiliser. Ça doit être méthodique. Ouais. Ces outils doivent être définis de façon à répondre à nos besoins spécifiques et individuels. Chaque famille, chaque personne a son budget, ses envies, ses rêves. Ça doit être adapté. Ouais. Là, on a une photo. Vous savez qui c'est dans la photo? Vous voyez qui c'est? Ok, donc c'est Abraham Lincoln, absolument Abraham Lincoln. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup donner. Il avait dit ça la chose suivante. Si on me donne 6 heures pour couper un arbre, il en passerait 4 à préparer ou à aiguiser sa hache. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'avant de commencer un travail, il faut bien être prêt. Ouais, et investir un maximum dans les outils, dans les fondations et arriver prêt. Après, le travail, il sera, on va dire, plus facile, mais les gens ont tendance à avoir comment dire, un challenge ou un travail à faire et se lancer tout de suite et ne pas comprendre. Oui. Attendez, je vous remets en. Voilà, je vous remets en sourdine, pour pas que ça dérange les autres. Ok. Ok, donc premier outil, on va toucher à 2 outils essentiels pour gérer un budget familial. C'est d'abord établir une balance. Voilà, là vous avez une photo qui est éloquente, qui rend compte absolument de ce que c'est un budget familial. On a un seau et en fait, il y a l'eau qui rentre, ouais, c'est l'argent qui rentre et on a des trous partout, rafistolés par ça et en fait, ça coule sans arrêt. Ouais. Donc l'argent a tendance à fuir sans qu'on comprenne vraiment où est-ce qu'il va. Ouais, c'est la parabole du seau troué. En fait, il faut comprendre quelles sont nos entrées d'argent. On a nos salaires, on a nos affaires, on a des biens, des immeubles, des bâtiments, tout ça, des allocations, même si c'est pas au Monopoly, des aides, la famille, des amis. Quelles sont nos dépenses? Alors, comment on vérifie nos dépenses? On passe en compte nos relevés de banque, nos cartes bancaires, tous les prêts qu'on a, savoir qu'est-ce qu'on a pris comme prêt, les prélèvements automatiques, les retraits d'espèces, tout ça. Ouais. Savoir exactement qu'est-ce qu'on dépense, comment on dépense et où on dépense. Important de passer en revue ligne par ligne sur tout ce qu'on a vu précédemment, sans s'attarder sur qui a dépensé, pourquoi cette dépense. C'est important pour jeter les bases d'une gestion de budget, d'effort de faire l'état des lieux. Sans rentrer le côté émotionnel et accusatif, d'abord faire carte sur table. Ouais. Et il faut savoir surtout repérer quelles sont nos dépenses inconnues ou inutiles. Des fois, on découvre beaucoup de choses quand on fait une carte de nos dépenses. On découvre déjà que on ne sait même pas pourquoi qu'on les dépense. Et des fois, c'est inutile. Des fois, des journaux, on était abonné il y a 40 ans et ça reste, on n'a jamais annulé. Il y a des dépenses doubles. Des fois, surtout en Israël, sur les assurances, les gens aiment bien nous faire signer des assurances qui sont aussi bien utiles que doubles ou que triples. Et les gens ne s'attardent pas là-dessus et se rendent compte qu'en fait, on dépense des sommes qui sont accumulées mois après mois qu'on pourrait éviter. Ou économiser et ou marchander. Ouais. Les forfaits téléphone portable, Internet, la télévision pour ceux qui l'ont, les assurances, la voiture. Il faut savoir marchander tout ce qu'on a aujourd'hui. Aussi, point important, de renégocier sa mashkanta, donc son prêt immobilier et tous ses prêts. Ces choses qui ne sont pas on l'a signé puis on l'oublie pour 30 ans. Il faut savoir le renégocier. On parle surtout pour le prix immobilier, pour la mashkanta, de sommes énormes. Ce qui était à ma conférence précédente, savent à quel point il y a des erreurs qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Des fois, ça se calcule en centaines de milliers de shkalim. Donc, c'est important d'être à la page et de savoir mettre ça dans sa balance. La balance, elle doit être en fait dépense face aux rentrées et elle doit être positive. On doit arriver au moins plus 1 shekel par mois. Deuxième outil, définir nos objectifs. Okay, il y a une citation, je ne sais pas de qui elle est, mais elle est elle m'a beaucoup plu. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tous les chemins t'y mèneront. Ouais, l'auteur est inconnu, mais j'aime beaucoup cette citation. Donc, deuxième outil qui est un principe qui est fondamental, définir nos objectifs. On doit s'arrêter en famille, se dire voilà, quels sont nos objectifs, nos priorités et nos valeurs. Pas ce que nos parents veulent,
pas nos amis, nos voisins, les tantes, les grands-mères et peu importe. Ouais, je sais qu'il y a des grands-mères ici, donc il faut laisser les gens définir leurs propres priorités. Quelles sont nos valeurs à nous? Ouais, qu'est-ce qui est important à nos yeux? Et surtout, dans le cadre des ces objectifs, planifier les dépenses futures qui sont déjà prévisibles. Les naissances, bar mitzvah, bat mitzvah, mariage. Vous savez, souvent en Israël, quand il y a une bat mitzvah ou une bar mitzvah, ben les gens se réveillent un mois à l'avance. Ah, quelle surprise, bar mitzvah. Le gosse, il est né. On sait exactement quand il est né. On sait ce sera quand sa bar mitzvah ou sa bat mitzvah. C'est pas une surprise, mais les gens se retrouvent d'un coup à avoir une grosse dépense et ne pas s'y être préparé à l'avance. Donc, les études, on a des enfants ou nous-mêmes on veut faire des études, il faut savoir les planifier. Déménagement, c'est pareil. Voyage, vacances, on veut partir en vacances, alors autant le prévoir à l'avance. Pas se dire l'été arrive, oups, grande surprise, on est au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait? Alors, un crédit. Les investissements, pareil, les gens veulent investir, assurer leur avenir, c'est la même chose. On n'investit pas comme ça à l'aveuglette. Il est nécessaire de faire ça méthodiquement. Tout ce que ces deux outils dont on a parlé, ça doit faire le cadre d'un atelier, on va dire, qui prendra plus qu'une heure ou plus qu'une demi-heure. Hein, oui, mais peut-être que dans un futur, si les gens sont intéressés, on pourra toujours le faire ultérieurement. Ok, maintenant, j'aimerais aborder plusieurs principes fondamentaux dans l'approche, ouais, plus que les outils, dans l'approche, l'état d'esprit qu'on doit avoir pour savoir gérer un budget familial. Alors, peut-être que on va faire une petite pause de quelques secondes. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Des choses pas claires, des choses qui vous ont choqué, des choses qui vous ont... Vous pouvez ouvrir les micros. Hein. Pas de questions? Bon, si tout est clair. Ou alors vous êtes désespéré? Non, tout est clair. Ok, pas de problème. Alors maintenant, on va aborder des principes fondamentaux dans ce qu'est la gestion du budget familial. Ok, donc les principes de base qui nous permettent de reprendre le contrôle sur les gestion du budget, il y en a beaucoup. On va parler des quatre essentiels. Le budget familial se gère en équipe. Après, chaque principe va être développé. Hein. Que ma situation financière, c'est le résultat direct de mes priorités. Il faut aussi prendre conscience du défi économique du XXIe siècle. Toujours être à la page, savoir dans quelle époque on vit et qu'est-ce que à quoi ça nous invite à réfléchir. Et aussi économiser aujourd'hui pour mieux dépenser demain. Donc on va s'étendre un peu plus sur chacun des principes. Comme je l'ai dit, hein, s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez toujours m'arrêter et intervenir. Je ne sais pas pour qui c'est nouveau, il y en a qui sont peut-être plus habitués, il y a des jeunes couples, des gens un peu moins jeunes dans le domaine de la gestion, donc n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun problème. Ok. Ok. Alors, un budget familial, ça se gère, grande surprise, en famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre autres, il faut décider ensemble des dépenses importantes. Il faut savoir vérifier ensemble, une fois par mois, minimum, à mon avis, ouais, quel a été le budget du mois précédent, on fait un bilan rétroactif, et quel sera le programme du mois à venir. Et là, il faut faire preuve de grande maturité, parce que dans beaucoup de familles, on voit la situation, c'est pas toujours équilibré. Il y a toujours un, ou l'homme ou la femme, qui est prédominant, c'est lui qui gère les finances, et puis l'autre, il dit voilà, oh, c'est lui ou c'est elle qui gère, et l'autre, il préfère s'en laver les mains, et de toute façon, je lui dis toujours, mais il ou elle n'écoute pas, et donc je me lève la main, je suis pas responsable du budget, et puis donc il y en a un qui dirige, et l'autre qui est là à regarder, à regarder être passif. Donc être passif et lancer des critiques, c'est être responsable au même titre de l'échec de l'échelon du budget. Toujours prendre la parabole, quand un bateau il coule, peu importe celui qui est sur le pont et qui critique pourquoi est-ce que l'autre il entend décoper et qui fait pas ce qui est, c'est à cause de lui, ben le bateau il va couler et les deux ils vont couler de la même façon. Donc un budget familial, ça se gère ensemble, en équipe. Oups. Ok. Surtout, ne jamais tomber dans le piège des accusations mutuelles. Du style, on en est arrivé là à cause de, chacun saura comment compléter. Je t'ai dit 1000 fois qu'on n'a pas besoin de telle dépense, telle chose ou je ne sais quoi. Des phrases qui reviennent. C'est pas comme ça qu'on marche. On doit chercher à aller de l'avant, pas se plaindre du passé. Ouais.
Et c'est très important quand on rentre le côté très émotionnel de commencer à faire de l'ordre dans son budget familial, voir où on en était, qu'est-ce qu'on dépense, où on dépense, qui a dépensé. Ça peut être le foyer de beaucoup d'explosions. Il faut mettre ça de côté. Et voilà, maintenant, on est là pour mettre de l'ordre et aller de l'avant. Ce qui est avant, on met ça de côté, peu importe. Il ne faut pas être accusatif, au contraire. Il faut chercher à prendre ça comme étant une invitation à corriger, à faire les choses mieux. Donc, ça doit être on doit être très positif et tout plein d'enthousiasme de maintenant de pouvoir faire les choses comme il faut. Donc, profitez aussi de l'occasion. Voilà, ça tombe parfaitement là. Pour mettre les enfants en contribution. Ouais. Il y a une sorte de tabou de parler avec les enfants. Ouais. On les met toujours comme ça de côté. On leur cache le côté de parler de l'argent. Et c'est une énorme erreur. Mon expérience montre qu'il y a un énorme manque d'éducation financière, aussi bien à l'école qu'au sein de la famille. Et on ne parle pas d'argent, c'est un énorme tabou, surtout dans le monde occidental. Et il faut comprendre c'est quoi le prix qu'on va payer. Comment est-ce que nos enfants vont éviter de faire nos propres erreurs si on n'en parle pas? Et quel exemple on sera pour eux? Si on fait des erreurs et qu'on n'est pas capable d'en parler, de les analyser et de les mettre en contribution, alors quel exemple on sera pour eux? Ils feront exactement la même chose et même pire que nous. Ok, ça c'est donc le premier principe. Est-ce que vous avez des questions ou des objections ou quelque chose à dire sur le premier principe? À savoir que ça se gère en famille, c'est un travail d'équipe. J'ai une petite question, pardonnez-moi. Mais Ça, vous parlez pour les problèmes financiers quand on est en couple, mais est-ce que c'est exactement la même chose quand on est, par exemple, une maman célibataire, quand on est seul avec des enfants en bas âge? Est-ce que vous contribuez les enfants exactement de la même manière, même s'ils sont petits ou pas du tout? Oui, ça dépend quoi et à quel âge, mais je pense que c'est encore plus important pour eux d'être partenaires dans le budget familial, parce qu'il y a des difficultés qui sont propres à telle situation, et les enfants doivent comprendre exactement, et plus ils sont partenaires, et plus le budget sera géré de façon plus facile, plus souple et plus agréable. Donc, D'accord, mais les enfants ont du mal à comprendre. Un enfant, il comprend pas le problème financier. chaque âge, il a c'est délicat, des choses qui sont délicates, évidemment. On va pas leur mettre dans la figure chaque chose, mais par exemple, quand on fait des courses, savoir regarder c'est quoi les prix, savoir comparer les prix, savoir dire, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on peut attendre avec ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin tout de suite? On n'est pas obligé Moi, quand je fais ça avec mes enfants, c'est maman, t'es méchante, t'achètes jamais, mais ils comprennent pas que quand on est seul, on peut pas toujours dire oui à tout. Donc, moi, c'est un peu compliqué. Je parle pour ma part, étant seule, après, je suis pas en couple, donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, est-ce que, étant en couple et seule, est-ce que ça change quelque chose ou Non, pas? ça ne change pas. Je pense que chaque situation d'une mère avec une mère seule avec des enfants, ça rend le problème encore plus pointilleux, encore plus réel, et ça demande une plus grande attention. Et à mon avis, c'est au contraire. Il y a beaucoup plus de difficultés qui sont claires, et ils doivent être, à mon avis, le plus partenaire possible. Encore une fois, bon, c'est pas le cadre de ce soir comment faire ça, mais au moins d'avoir la conscience que on est en famille, et si ça marche, tout le monde en profitera. Si ça marche pas, tout le monde en souffrira. Au même titre, on va pas leur cacher. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas. Ok, deuxième point de base fondamental, c'est que ma situation aujourd'hui est le résultat direct de mes priorités. Ok, on est une époque, et ça c'est important de le comprendre. Je pense que ceux qui regardent quelques décennies en arrière ou quelques générations en arrière, ça n'a rien à voir. On est obligé de prendre des décisions tout le temps, même au jour le jour, d'une minute à l'autre, dans une tonne de domaines. Aussi bien sur la famille, sur l'éducation des enfants, on en parlait quelques secondes, sur le sport, la nutrition, les études, la carrière, et aussi sur la gestion de nos finances. On a une centaine de domaines dans lesquels on doit décider quoi investir, comment investir, où sont nos priorités. Et la gestion de mon budget, c'est un des domaines dans lequel je dois passer du temps. On a une obligation de faire des choix, de fixer des priorités. Et qu'est-ce que ça veut dire, fixer des priorités? C'est-à-dire qu'il faudra privilégier certains domaines et renoncer à d'autres. Il n'y a pas de formule magique, on ne peut pas être à 100% dans tous les domaines. On doit être obligé de dire que préférer quelque chose, ça a un prix. On doit renoncer forcément à quelque chose.
Et beaucoup d'études qui ont été faites sur le domaine de la richesse ou de la gestion financière montrent qu'il y a un lien direct, une corrélation vraiment importante entre l'institution financière et le temps qu'on va consacrer à notre budget. Quel point on va s'y intéresser? C'est un peu comme le shalom bayit. Ouais. Si on ne s'intéresse pas à son conjoint, eh bien, ça, on aura ça en conséquence. Ce sera ça qu'on aura. Donc, s'intéresser à son budget, ça doit faire forcément partie de nos priorités si on veut changer les résultats qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Si on ne veut pas les changer, alors on restera au même point. Mais si on n'est pas content de ce qu'on a aujourd'hui, on sera obligé de rentrer le budget, de s'y intéresser plus qu'une fois tous les 15 ans quand la banque nous appelle. OK. Des questions jusqu'à présent sur le deuxième point. Je ne dis pas comment le faire, mais il faut avoir au moins l'état d'esprit et la conscience que on est obligé de s'asseoir et d'avoir en tête que on doit passer du temps à faire ami-ami avec notre budget. Ok, alors on va passer au troisième point. Comprendre le défi économique du XXIe siècle. Oui, chaque époque, elle a ses propres défis. Oui. Il y a quelques décennies en arrière, même 50 ans en arrière, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, on doit absolument être à la page et pas juste écouter quels étaient les principes, quels étaient les défis économiques d'il y a 2-3 générations en avant et les principes qui étaient, que nous, on a reçus, sur lesquels on a été élevés. Il faut savoir que pas tout n'est encore vrai de nos jours. OK. Aujourd'hui, le parcours typique de quelqu'un, on va dire en Israël, ouais, on va dire qu'il rentre dans la vie active vers l'âge de 25 ans. Après avoir fait les armées, après avoir fait l'armée, et en général aussi des études, voire universitaires. Donc on commence à travailler vers 25 ans. Aujourd'hui, l'âge de la retraite est de 65 ans pour les hommes, 64 pour les femmes, et les gens donc vont cotiser la retraite pendant environ 40 ans. Ouais. Ça, c'est dans le meilleur des cas. On verra ça pourquoi aussi tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la réalité. Maintenant, à cela, on ajoute que l'espérance de vie a augmenté considérablement ces dernières décennies. Il y a 50 ans en arrière, l'espérance de vie était de 64 ans pour les hommes en général. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, avec la médecine qui a évidemment progressé, la technologie, le bienfait de la vie, ouais, les gens travaillent aussi, ont des travaux beaucoup moins physiques et beaucoup moins dangereux. Et les prévisions sont que pour aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, des gens qui rentrent dans la vie active, les gens qui vont quitter le travail, ils vivront jusqu'à en moyenne 95 ans. Ouais. Donc ça veut dire que si on fait le calcul mathématique tout simple, c'est qu'on commence la retraite, 67 ans la retraite, et on doit vivre encore, admet Avesrim, au moins 30 ans de notre retraite. Au niveau mathématique, c'est pas possible. On doit travailler 40 ans, ouais, pour subventionner une retraite qui va nous durer 30 ans. C'est-à-dire qu'on doit cotiser au moins 70% de notre salaire par mois pour avoir une retraite assurée, garder le même niveau de vie. Vous comprenez qu'on est très très loin de ça. Ouais. Et d'après les prévisions les plus optimistes, mais si à chaque fois c'est revu et réadapté, mais les caisses de retraite suffiront jusqu'à l'âge maximum de 87 ans. Ce qui veut dire que on a encore 10, 15, 20 ans à vivre sans avoir de retraite assurée. Oui. Donc, on a dit aujourd'hui que les gens, l'âge de la retraite, il est de 67 ans, mais c'est pas comme avant. Avant, les gens avaient cherché un travail sûr et stable jusqu'à cet âge-là. Aujourd'hui, les gens changent de travail beaucoup plus qu'avant. Ouais, ils cherchent moins la sécurité et plus on va dire l'intérêt, l'intérêt du travail. Et il y a plus d'opportunités qu'avant, évidemment. Et d'un autre côté, les employeurs préfèrent les jeunes. Et on voit aujourd'hui, à partir de 50 ans, il y a une grosse difficulté à pouvoir être sûr d'avoir la stabilité de l'emploi. Et on doit commencer à risquer de se voir aller chercher ailleurs. Ouais. Ce qui veut dire que quand on quitte si on quitte pas à 67 ans, mais à 50 ans, et qu'on a cotisé jusqu'à 50-60 ans, on doit avoir une retraite qui doit nous tenir jusqu'à un âge encore beaucoup plus avancé. Donc, ça vient accentuer encore plus le danger de la retraite. Et évidemment, on rajoute à ça que l'espérance de vie, ça a un prix. On vit plus longtemps, mais la médecine qui fait beaucoup de progrès, elle a un prix. On guérit mieux, mais ça a un prix. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de rester en bonne santé. Donc, c'est encore des dépenses qu'on doit prendre en compte et que notre retraite n'assure pas forcément. Donc, les conclusions
ce tableau qui est un petit peu, j'espère que ça vous a fait prendre conscience. On ne peut pas se reposer sur une seule source de revenus, son travail fixe, et aussi sur sa retraite, pour vivre comme on le veut vraiment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On doit donc multiplier les sources de revenus, ce qu'on appelle les sources passives, pour que notre retraite ou notre travail soit un bonus. Oui. Donc ça, c'est principe fondamental. Notre retraite et notre travail unique ne peuvent pas suffire pour assurer un niveau de vie qu'on aimerait et assurer sa retraite paisible et convenable. Ok, avant de passer au quatrième point, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais faire part d'une expérience personnelle. Quand j'ai commencé donc mon parcours dans le domaine financier, c'est le point qui m'a fait tomber, qui m'a fait comment dire, qui m'a fait comment dire, qui m'a fait comprendre la gravité de la situation, que je ne peux pas me la couler douce avec mon travail et penser que tout irait jusqu'à la retraite comme j'étais éduqué. Travaille jusqu'à l'âge de la retraite, prends-toi un travail sûr et tout ira bien. En fait, j'ai ouvert les yeux qu'en fait, c'était pas du tout les situations, qu'il fallait commencer à créer d'autres sources, de revenus. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des peurs, des angoisses? Oui, et par exemple, quel genre d'autres sources, hein? Enfin, parce que investir dans des actions, des trucs comme ça, c'est aussi un risque. Enfin, je veux dire, si on n'a pas, on peut pas risquer de perdre de l'argent. Enfin, t'entends ça comment? Absolument. Donc, c'est une super question. Comment créer des sources de revenus, des sources passives? Il y a il y a différents niveaux de passivité dans cette source-là. C'est pas un atelier, ça fait le cadre vraiment peut-être d'un séminaire. C'est les mêmes, ça fait l'épreuve le sujet de beaucoup d'études. Ça s'apprend, mais il faut prendre conscience qu'on ne peut pas passer à travers. On est obligé de se dire qu'il faut chercher, chacun avec ses préférences, son goût du risque, ses moyens, mais on doit apprendre et planifier à créer des sources de revenus. Ça peut être acheter un appartement qu'on va louer et vivre des rentes. Ça peut placer de l'argent en bourse pour ceux qui ont du temps, qui aiment ça ou qui le comprennent. Aujourd'hui, il y a comment dire, il y a des possibilités infinies de créer des sources de revenus. Euh, Ça s'apprend, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas ne pas y passer. Et comme chaque chose, le meilleur investissement, il est dans nous-mêmes. Les gens doivent aujourd'hui le savoir-faire, il est abordable et accessible en deux mouvements. On peut acheter des formations ou des conférences sur tous les domaines par Internet, apprendre des domaines. Moi, quand je suis rentré dans ce parcours-là, j'ai fait des cours, j'ai fait des formations donc sur le domaine de la mashkata, du prêt immobilier. J'ai fait des formations sur le domaine de l'immobilier lui-même, la bourse. Donc, j'essaie de diversifier. Après, je cherche où ça me parle le plus, mais euh, personne ne peut dire, ah, mais je ne sais pas comment. Le savoir, il est accessible maintenant sans, sans faire d'effort. C'est une super question. Il faut juste au Ok, moins intéressant. comprendre qu'il faut investir. Il faut investir dans le savoir, se préparer Mhm. et se comprendre que ça se planifie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, moi, je rebondis sur la question de la dame. Concrètement, donc, ok, il faut se renseigner, mais quand on n'a pas du tout de notion de finance, vous pouvez nous donner des pistes? Oui, alors on pourra peut-être, si on fera peut-être à la fin peut-être une session de questions-réponses, peut-être ce qu'on aimerait faire comme sujet à venir. Oui, ça doit faire l'étude au moins d'un atelier, si c'est d'un séminaire. Donc, on sait quoi aujourd'hui les différentes sources, qu'est-ce que ça demande, chacun combien de temps il est prêt à investir. Mais ce qui était important pour moi, c'est que vous compreniez que c'est pas un luxe, c'est pas réservé aux gens qui sont là-bas tête brûlée, mais celui qui n'investit pas là-dedans, il se met en danger quasiment immédiat et réel. Donc, je ne veux pas vous rentrer dans l'angoisse totale, mais au contraire, prendre conscience aujourd'hui des dangers qui existent et comment s'y préparer, c'est la meilleure façon pour ne pas arriver à l'âge de la retraite où après on n'a plus vraiment le temps de changer le cours des choses et de se retrouver on a loupé le coche. Ok, d'autres questions? Donc voilà, je pense que Yael, si tu veux noter, peut-être que comme ça on aura l'occasion de, si c'est fait
l'objet d'une demande générale. Alors peut-être qu'on essaiera de voir comment est-ce qu'on on en parle. Ok, dernier principe fondamental dans la gestion d'un budget. Économiser pour mieux dépenser. Alors, on va faire un petit exemple comme ça de deux familles typiques. Vous voyez, la famille dépensière et la famille économe. Donc, on va prendre comme ça, on va prendre des chiffres pour que ce soit un peu plus clair. Deux familles identiques qui gagnent, mettons, 15 000 shekels par mois avec deux enfants. Voilà, quand c'est une famille typique. La première dépense 17 000 shekels par mois. Donc, déjà, on voit qu'il y a un petit problème. La seconde, on dépense 13 000 par mois. OK? On va maintenant faire une petite simulation. Qu'est-ce qui se passera dans 3 ans en avant, dans une telle gestion, un tel comportement financier? La première famille qui dépense 17 000 shekels par mois, qu'est-ce qu'elle fait? Mois après mois, elle cumule un découvert de 2 000 shekels. Au bout de 3 ans, il y aura environ 80 000 shekels de découvert. Parce qu'évidemment, quand on découvert, il y a des intérêts, la banque nous prend, donc ça nous coûte un peu plus que la somme qu'on a cumulée. Et il faut savoir qu'en général, en Israël, les gens qui sont en déficit à découvert sur le compte en banque, la banque leur prend entre 12 à 14% d'intérêt. Ouais, donc c'est énorme. Maintenant, au bout de 3 ans, et peut-être même avant, la banque va dire, OK, la fête est finie, on s'en arrête, on ne peut plus continuer comme ça, les cartes sont bloquées, les chèques reviennent, donc maintenant il va commencer à falloir rembourser ces 80 000 shekels. Donc comment on fait ça? On prend des prêts. La banque vous donnera un prêt, évidemment c'est vrai qu'il faut le rembourser. Donc si la famille continue avec son mode de vie où elle dépense 2 000 shekels de plus que ce qu'elle ne gagne par mois, elle va se rajouter encore 2 000 shekels de remboursement de prêt. Donc maintenant, elle a aggravé la situation de 4 000 shekels de découvert par mois. Et ça va en tourbillon. C'est un cercle vicieux qui fait qu'on rentre dans un tourbillon de dettes, ouais, et en quelques années, c'est très très rapide, ça mène à une catastrophe financière. Tout s'écroule. Ouais, et des gens se retrouvent à faire des prêts pour combler un autre prêt, ouais, et c'est l'erreur, et les banques sont très contentes parce que les prêts, les banques, ils gagnent énormément, et ça mène à la catastrophe financière. Les gens sont bloqués, tout est évidemment on a mis en arrêt et il faut commencer maintenant à rembourser tout ça. Je ne sais pas si des gens ont connu des gens comme ça, mais c'est très 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 dur à voir. Maintenant, on va prendre la seconde famille. Qu'est-ce qui passe 3 ans plus tard? Elle, au contraire, elle a décidé, ouais, de dire que non, je ne veux pas vivre comme un roi parce qu'on vit qu'une fois, comme a pensé la première famille. Mais sinon, moi, je vais mettre de côté tous les mois. Je vais me serrer un peu la ceinture et je vais mettre au contraire 2000 shekels de côté par mois pendant 3 ans. Ouais, on va en faire la même simulation pendant 3 ans en avant. Cet argent-là, elle les bloque sur un programme qui lui donne des intérêts. Ouais. Comment? Peu importe, mais on va supposer qu'elle a fait des devoirs, elle a vérifié où est-ce qu'elle peut placer son argent. Et au bout de 3 ans, elle récupère environ 80 000 shekels de ce qu'elle a mis de côté, plus les intérêts. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette somme-là, elle va l'investir pour créer une nouvelle source de revenus passive qui lui permettra de gagner quelques centaines de shekels par mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle continue à économiser et en parallèle, elle peut dépenser plus. Parce qu'elle a encore une fois, elle a mis de côté, elle a créé une source de revenus qui lui permet toujours d'économiser et elle a encore un peu plus d'argent pour dépenser. Oui. Donc, elle se serre la ceinture aujourd'hui pour mieux dépenser demain et améliorer son niveau de vie. Il faut comprendre que l'économie, elle marche, on va dire, de façon un peu opposée à la logique. On pense que mieux dépenser, mieux vivre, c'est se sentir mieux, c'est vivre mieux. Donc, on dépense comme si demain n'existait pas, alors que ça marche exactement au contraire. Cette première famille, très très rapidement, au bout de quelques années, et pas longtemps, elle arrive à la catastrophe, elle arrive au stress, elle n'arrive plus à dormir, c'est des disputes, des tensions, et tout s'écroule. Et la seconde famille, c'est non, aujourd'hui je me serre un peu la ceinture et j'assure mon avenir. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Non? Bon, ben alors parfait. Alors s'il n'y a pas de questions. Excusez-moi, en reprenant l'exemple des 80 000 shekels que la famille a économisé, juste une petite question en passant qui rejoint un peu celle que je vous ai posée au début et qui peut-être fera l'objet d'un autre zoom, mais en Israël, il y a des choses dans lesquelles on peut investir à part l'immobilier avec 80 000 shekels parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Alors oui, la réponse c'est oui.
il y a beaucoup de domaines dans ce qui est dans le domaine de la publication d'Internet, les sites Internet, la publicité. Il y a aussi beaucoup d'immobilier en groupe. Rejoindre avec des sommes qui sont beaucoup plus restreintes. Rejoindre un groupe. Il y a une infinité vraiment en Israël, surtout en Israël. Tout va très vite. Une fois que les gens ont compris que c'est une donnée indispensable, alors ça a un développement, une explosion des différentes sources, des différents investissements, avec des sommes qui ne sont pas réservées aux gros bonnets, aux gens qui ont des centaines et des millions à investir, mais non, des investissements qui sont accessibles à des gens comme vous, des gens comme nous. Ouais. Donc ça existe. Encore une fois, ça se planifie. Il faut savoir encore une fois quels sont mes objectifs, où est-ce que je veux arriver dans 5, 10, 15 ans, et planifier mon investissement en parallèle, donc en conséquence. Quel risque je suis prêt à prendre, quelle durée je vais investir. En fonction de ça, je dois apprendre. Mais oui, il y a des investissements qui sont abordables avec 80, 100, 120 000 shekels déjà comme somme d'entrée. Et à qui s'adresser pour placer justement Alors, cet argent? c'est une très bonne question et ça fera très attention à ça. Un conseil en investissement, ça demande un permis. C'est celui qui donnerait un conseil financier sans avoir de permis, un permis qui est autorisé, il est passible de prison. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner des conseils, à faire des publicités sur Internet d'investissement. Il faut bien vérifier chez qui on va, pas aller chez n'importe qui, chez quelqu'un qui a une expérience, qui a des gens qui le recommandent. Ouais. Donc, il faut bien voir qu'il a comme un avocat ouais, ou un médecin. Je n'irai pas me faire opérer chez quelqu'un qui a vu une série médicale ou qui était une fois qui était vétérinaire et qui a l'expérience sur les chats et les chiens. Donc, il faut bien vérifier qu'il y ait des gens qui sont experts en investissement et qui ont donc une terouda, qui ont une expertise reconnue. Oui. Et ça doit forcément être adapté, chacun avec son budget, ses envies, son goût du risque, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire. Donc, ça doit être adapté vraiment du sur-mesure. Donc, il n'y a pas une réponse qui est qui est valable pour tout le monde. Et surtout, 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 si j'ai un conseil à vous donner, ne pas vous laisser avoir par les publicités. Il y a des pubs qui sautent dans tous les sites internet sur le meilleur investissement de l'année à ne pas rater. C'est la dernière place à ne pas manquer. Donc, n'écoutez jamais les publicités qui vous appellent à investir tout de suite dans le truc qui est unique en son genre. C'est un genre des attrapes nigo et c'est jamais ça se planifier avec comment on dit, ne pas laisser le côté émotionnel. Les gens aiment bien utiliser des pubs qui accrochent le côté émotionnel, de gagner beaucoup en très peu de temps et sans risque, ça n'existe pas. Non, sûrement pas. Si ça existait, ces gens-là le feraient par eux-mêmes et n'en parleraient à personne. Ça n'existe pas, ça. C'est pas non plus noir ni pessimiste, mais ça doit se planifier, ça doit savoir chez qui aller. Ok, donc en résumé, je pense qu'on arrive au bout de la conférence de ce soir. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait deux outils qui étaient indispensables pour gérer un budget familial. Le premier, c'est de faire une balance. Nos dépenses face à nos entrées. Et toujours, principe fondamental, rendre cette balance positive. Au moins d'arriver à plus 1 shekel par mois. Sinon, comme on a vu dans l'exemple de la famille qui dépensait plus que ce qu'elle ne gagnait, c'est une question de temps ou d'échéance, si on arrive à une catastrophe financière. Donc, toujours être avec au moins plus 1 shekel par mois. Déjà, comme départ. Deuxième outil, définir nos objectifs. Ne pas vivre et laisser la vie suivre son cours et se dire, bon, tant que je ne suis pas en déficit, tout va bien. Non, je dois fixer mes objectifs parce que il y a des grosses dépenses qui arrivent et c'est prévisible. Il faut donc savoir le définir et arriver et être prêt pour y arriver comme il faut. Après, on a vu 4 principes de base qui sont liés non pas à des méthodes ni à des outils, mais au travail mental, comment je dois aborder mon budget familial. Donc d'abord, on a dit que gérer son budget en famille. C'est une responsabilité commune dans laquelle il faut annuler les côtés émotionnels, les accusations mutuelles.
Deuxième principe, il faut que le budget fasse partie de nos priorités et il faut y consacrer du temps. En général, chaque nous, quand on a commencé ma femme et moi, notre parcours financier, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années en arrière, quand on a dû s'asseoir pour faire l'état des lieux de notre balance et de s'asseoir dessus, on avait beaucoup de restrictions, on ne voulait pas, on a toujours d'autres choses à faire, un truc dans le four, j'ai un téléphone urgent, j'ai un truc peut-être demain. Donc, c'est important de s'asseoir et de dire, voilà, c'est une priorité, je dois le mettre dans mon emploi du temps, comme n'importe quelle autre chose. Troisième principe, ne pas se baser sur une seule source de revenus et sur sa retraite. On en a parlé beaucoup, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Il faut savoir que donc créer des sources de revenus passives qui permettront d'assurer une vie et une retraite confortable. Et aussi, quatrième principe, il faut économiser aujourd'hui pour mieux vivre et dépenser plus demain. On a tous envie de dépenser plus et de mieux vivre, mais il faut savoir que c'est un travail et que ce côté-là du niveau de vie, de ma qualité de vie, ça marche à l'opposé de notre logique. Donc maintenant, je vous pose un petit retour en arrière. On a, sur les deux premières questions qu'on a posées, que pour moi, l'argent, c'est quoi? Et pour être riche, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous vous souvenez de vos réponses? Et quelles auraient été vos réponses aujourd'hui? Enfin, maintenant, après cette conférence. Est-ce que vous avez changé vos réponses? Vous pouvez envoyer vos réponses ou les garder pour vous en secret. Eh Vous pouvez ben, même quand on dit qu'il faut travailler plus, c'est trouver d'autres sources, d'autres sources de revenus. Quand on dit travailler plus pour être riche, c'est trouver d'autres sources de revenus. D'accord. Donc, travailler, quand on a des sources passives, ça veut dire que je ne veux pas travailler plus parce que j'ai une limite à mon temps. Donc, je veux travailler mieux, on va dire, être plus focalisé pour créer des choses qui évitent que je vende mon temps pour de l'argent. Ok, donc votre mot de la fin. On arrive, la conférence arrive à sa fin. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pris de cette soirée-là? Oh, beaucoup. Un point, allez, un point, le point qui vous a le plus marqué de cette soirée, cette conférence-là. Ça vous a au moins changé quelque chose dans votre vision des choses, dans votre approche. Si on économisait un peu par mois, ça faisait beaucoup sur 3 ans. Oui. Pour moi, ce serait que créer des sources de revenus, c'est pas forcément réservé, comme vous avez dit avant, aux gros bonnets. Mais je reste toutefois un peu prudente parce que je suis aussi mère seule avec 2 enfants. Donc, quand on a un peu d'économie, on veut surtout pas risquer de les perdre parce qu'on n'a que ça sur lequel se reposer, quoi. Donc, je reste quand même un Prudente. peu prudente. D'accord. Prudent, il faut toujours l'être, oui. J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre que ceux qui n'investissent pas, ils se mettent en danger. Voilà. Mhm. Donc, il y a les deux côtés le revers de la médaille, c'est que je peux pas, on peut pas ne pas investir et ne pas, que notre argent fasse encore de l'argent. Mhm. Ok, d'autres, se faire pirater. D'autres conclusions. Moi, je pense que aussi, il faut aussi, comme vous avez dit, comme tu as dit, investir, mais il faut aussi analyser ses dépenses. Et il y a des choses qu'on ne peut pas travailler dessus, c'est-à-dire le loyer, on est obligé de le payer. Il y a des choses, les scolarités, je ne sais pas, il y a des choses qu'on peut. Il y a les dépenses fixes. Il y a des dépenses qui sont. Je donne un Ben exemple oui. banal. Si je sors travailler et tous les jours, je vais aller à la cafétéria m'acheter mon repas, c'est sûr que ça va me coûter beaucoup plus cher que si le matin, je prends 5 minutes, je me prépare quelque chose que j'ai à la maison et je me laisse le luxe une fois par semaine, on va dire, de me prendre un truc tout près à la cafette. Bon, c'est Stam, un truc qui me vient à l'esprit, mais chacun à son niveau. Absolument, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de bon budget et mauvais budget. Chacun prédécidera comment utiliser son argent. Il doit comprendre que quand j'ai une dépense, je dois contrôler mes dépenses. Et je dois comprendre donc où j'ai mon argent. Si je prends un petit café tous les matins au passage au travail, avec un petit croissant parce que c'est mon kiff, si je fais ça tous les jours, au bout de 2, 3 mois, quelques mois, j'aurais dépensé
presque 1000, 2000 shekels pour ce petit kiff. Au contraire, j'ai aucun problème. Il faut comprendre que c'est quoi le prix. Si ça me met en déficit au bout du mois, à la fin du mois, alors est-ce que c'est une dépense intelligente? De vouloir kiffer, c'est bien, mais il faut que je comprenne, est-ce que je suis en mesure de pouvoir le faire? Comment Il vous y a le envisagez les choses par les rapport à personnes quelqu'un qui a des revenus, qui n'a pas des revenus réguliers? Parce que ça concerne les salariés, mais les gens qui sont des indépendants, ils peuvent avoir des mois avec peu et d'autres mois avec beaucoup. Je pense que c'est une super question et Kol Hakavod, et je pense que pour les indépendants, ça met encore plus en valeur le fait qu'on ne peut pas se bâtir ou se reposer sur notre travail, notre boulot, notre affaire uniquement. Le salarié, en général, ça l'endort un petit peu. Il est sûr que tous les mois, le salaire il tombe comme une pendule, bien réglé, comme une pendule suisse. Non, mais en général, ça les endort. Mais les gens qui sont indépendants comprennent que les mois se suivent et se ressemblent pas. Au contraire, donc ça met encore plus ça accentue plus le besoin de se préparer et de pas le corona a créé un grand réveil chez les gens que du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Ouais. Et ceux qui avaient une profession qui était pas qui les obligeait de rester chez eux, voilà, du jour au lendemain, les gens ont compris que il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sécurité absolue et on est obligé d'avoir d'autres sources qui nous permettent de passer. Et je ne peux pas être pessimiste, mais des crises comme on a vu aujourd'hui, on en connaîtra d'autres dans le futur. Donc aujourd'hui, on a un entraînement, une promo pour se dire que ça doit faire prendre conscience qu'on va la passer cette crise. Bezrat Hashem, il n'y a pas de problème, on n'est pas pessimiste, on sait que tout ira bien après, mais ça nous fait prendre conscience que on peut pas, doit se préparer, comme on part dans n'importe quel parcours qu'on va faire, on doit prévoir les routes de secours. Moi, je pense quand même, avec la petite expérience de la vie que j'ai eue, que dans la vie, il y a une chose il y a un temps pour chaque chose. Il y a une période où on est obligé un peu de restreindre parce qu'il y a le fait que les enfants ils sont jeunes, il y a beaucoup de frais. Il y a ensuite une période où les enfants grandissent et on est un peu plus libre. Enfin, c'est pas toujours la même gestion de budget par rapport à la vie personnelle. Mais on a plus de dépenses, il y a les mariages, il y a les... Ouf, il y a beaucoup de dépenses. Donc c'est exactement ce qu'on a dit, on a touché à ça précédemment, pour dire que la gestion, ça doit te faire payer de mon emploi du temps. Comme tu as dit, dans 5 ans, j'aurai moins de dépenses, j'aurai des dépenses différentes. Donc je ne peux pas me dire, voilà, j'ai fait mon budget, il y a 20 ans, voilà, c'est bon, je peux l'oublier maintenant. Non, on doit toujours, au moins une fois par mois, comprendre qu'est-ce que je vais avoir le prochain mois, les prochaines années, tout planifier. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien, il y a rien qui pourra remplacer une programmation à l'avance. Je voudrais savoir parce que on a souvent l'impression, surtout, je parle quand on est jeune, mais même pas seulement, on a évoqué ici les salariés ou même les indépendants qui ont des revenus qui sont assez variables. On a souvent l'impression que pour investir, il faut avoir un capital, un minimum. Il faut avoir une certaine somme. Par ici, voilà, tu as donné l'exemple d'une famille qui, au bout de 3 ans, a 80 000 shekels et on peut investir avec ça. Est-ce qu'il y a un plancher ou est-ce que même quelqu'un qui arrive à mettre quelques centaines de shekels de côté par mois, il peut aussi envisager un investissement? Alors, je vais dire une phrase qui va peut-être vous choquer et qui fera peut-être l'objet d'une autre conférence. C'est qu'on peut même investir avec 0 shekel dans la poche. Aujourd'hui, il y a une infinité de possibilités d'investissement avec pas 1 centime dans la poche. Il faut juste avoir un peu de matière grise et de savoir trouver les bonnes occasions. On apprend ça. Tu me donnes ton numéro après, Shlomo? C'est pas moi, pas par moi, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'investir de l'argent. Il y a des gens qui ont pas le temps d'investir, mais ils ont de l'argent. Ils cherchent où le mettre, où le placer. Et il y a des gens qui ont de la matière grise, mais qui n'ont pas d'argent. Donc, on peut les mettre ensemble, en partenaire. Un, il apporte l'argent, l'autre, il apporte sa matière grise, et ils font ami-ami. Donc, aujourd'hui, moi, je côtoie de plus en plus de gens qui enseignent ça, comment investir. Mais ça demande un apprentissage
assez rude, on va dire, ouais, de savoir comment trouver des occasions ou des investissements et savoir amener cet argent-là qui est l'argent des autres. Donc oui, ça existe, c'est possible. C'est comme pour tout. Pour être ingénieur, faut apprendre. Pour être médecin, faut apprendre aussi. Pour investir, faut apprendre. C'est pas, ça se fait pas émotionnellement ou pour une pub ou comme ça, la va-vite, hein, parce que enfin, je sais pas, ça a l'air d'être un bon filon, ça a l'air, je ne sais quoi. Ça s'apprend, ça se prévoit. Comme à la bourse, c'est pas un casino, la bourse, ça s'apprend, il y a des méthodes. Les gens perdent parce qu'ils pensent que c'est quitte ou double, mais ça marche pas comme ça. Ceux qui savent vraiment investir, ils apprennent ça, ils côtoient des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là, et ils apprennent. Le thème de ce soir, c'était la gestion du budget en Israël. Oui. J'ai pas vu de spécificité liée au marché israélien par rapport à un marché français, un belge, suisse ou américain. Ok, C'était des principes généraux. c'est vrai, c'est généraux. Non, il y a des choses qui reviennent. En Israël, je ai parlé peut-être de façon peut-être pas assez claire. En Israël, les gens sont accros au prêt, au crédit. À savoir que mon voisin il a une Jeep, alors moi aussi je veux une Jeep. Comment je fais? Ben, je vais prendre un prêt. Ah, les vacances. Quand je vais prendre des vacances, tous mes voisins sont partis en vacances. Pas de problème, je prends un prêt. Les banques vendent des prêts avec une facilité insupportable. Ouais, il y a les cartes bancaires, les gens vous incitent à prendre des prêts, il y a des pubs partout sur les bus, partout. Prenez des prêts, allez, prenez, on vous donne tout de suite, sans garant, sans rien, tout de suite, accordé en 10 minutes. Donc en Israël, c'est extrêmement exigu, on va dire, cette situation-là, où les gens rentrent dans des prêts et en fait, ils se creusent leur propre catastrophe financière. Je ne sais pas comment c'est en France à ce niveau-là, ni en Suisse. Est-ce qu'il y a une telle facilité de prendre des prêts, de dépenser et de vouloir dépenser un maximum et de dire voilà, mes enfants paieront la note, mes petits-enfants paieront la note, mais en Israël, ça marche vraiment comme ça. À Il y a tel aussi point que, pardon, à tel point que la Banque d'Israël a dû intervenir pour essayer de réguler plus ou moins avec une réussite un peu, on va dire, minimale, les offres de crédit immédiat. Parce que ça perdait ça perdait le contrôle. Ce qui m'a choqué quand je suis J'aurais arrivé en une Israël, question. c'était la plupart des gens qui payaient leurs courses en 2 ou 3 fois. Ça, c'est quelque chose qui me paraissait bizarre, en fait, qu'on n'avait pas l'habitude en France. Et qu'en Israël, c'est très, très fréquent de payer ses courses en tâche commune. Oui, Des courses classiques, je dirais, oui, au les fixes, oui. supermarché. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très culturel en Israël que l'on ne voit pas jamais en France. Et pourquoi c'est irrationnel? Parce que si toutes mes courses, tous les mois, je les divise en 3 fois, ben, le mois d'après, ou dans 3 mois, j'aurai les 3 parties donc j'aurai les mêmes dépenses finalement par mois. Mais je me sens, je fais une bonne affaire. Ah, j'ai divisé par 3, donc je ne le sortirai pas. Mais au bout de 3, 4 mois, si je fais que des paiements comme ça, que je divise mes paiements, je me retrouve à payer la même somme que si je l'avais payé en une fois. Donc ça montre comme on a dit, le côté irrationnel des décisions financières, sauf si, mettons, une grosse dépense où j'ai besoin de faire ça avec des mois difficiles. Mais en général, de faire ça automatiquement, de diviser en 12 fois, et tout est divisé en 12, donc tout finalement se cumule de la même façon. J'aurais voulu poser une question, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je voulais savoir, là je suis à la retraite actuellement et j'aurais voulu travailler, ne serait-ce que quelques heures. On m'a dit qu'il existait une formule en ESSEC Patour. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration sur notre feuille d'impôt si on ne dépasse pas 6 à 8 000 shekels par mois. Voilà, Pourriez-vous me confirmer? Oui, donc ça c'est le travail d'un comptable, mais effectivement en Israël, ouvrir sa propre affaire, il y a différents niveaux. ESSEC Patour, c'est le plus bas, donc le minimum de jusqu'à 100 000 shekels par an environ de revenus. Et après ESSEC Mourché, et après donc on peut monter une société, tout ça, ouais. Mais effectivement, le premier échelon, c'est ce qu'on appelle ESSEC Patour, qui est dispensé de ce qu'on appelle le Mas הכנסה, ouais. Mais ça, faut contacter des comptables et des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais Alors, je effectivement, voudrais intervenir à ce sujet-là. On a tous les ans l'occasion d'organiser des conférences sur ce sujet de ESSEC Patour et ESSEC Mourché.
Il est très possible qu'on en fasse une cette année plus précisément sur le Facebook de la mairie de Natania par Corinne Assous, qui est conseillère justement fiscale, qui nous a déjà donné plusieurs conférences l'année dernière, et il est très possible qu'on en fasse aussi cette année, mais pas sous forme de Zoom. Peut-être que ce sera un Facebook Live de la mairie de Natania qu'on publiera sur les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi, juste une petite correction. C'est pas Patour de Massar Nassa, c'est Patour de TVA. Maham. Oui, c'est vrai. Oui. Massar Nassa, ils sont toujours là pour nous rappeler qu'ils sont là. Ok. Donc, comme je dis, mon nom c'est Shlomo Elmaleh. Dans le quotidien, je fais aussi du suivi personnel, des services de suivi personnel de famille qui désirent changer ou améliorer leurs conditions familiales, leurs conditions financières. C'est un travail d'un processus de suivi personnel à plus ou moins long terme. Donc, si on a des questions intéressées, ils peuvent toujours me contacter. Je laisserai là dans le chat mon téléphone et voilà. Ma femme a laissé ma femme aussi a laissé dans le chat, regardez, un Google Form, un fichier avec un questionnaire anonyme. Donc, avec plusieurs petites questions. Et aussi s'affiche mon mail et mon téléphone personnel. Donc, vous êtes tous conviés à me contacter, me parler de choses peut-être plus personnelles ou plus individuelles. Et on peut toujours en discuter, continuer donc à discuter en aparté si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette petite conférence vous aura donné quelques éléments importants, au moins comment débuter, au moins qu'il faut commencer à faire du travail. Donc, merci beaucoup. Et merci Shlomo. Merci beaucoup de Yael, Eliora, Fredo pour tout ce cadre qui est exceptionnel. Et j'espère que ce sera le début d'une longue série de conférences et de partenariats qui donnent beaucoup de valeur aux gens. Exactement. Très bien, merci. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par des sujets spécifiques de conférences, vous pouvez nous contacter. Je vais moi aussi mettre mon numéro de téléphone pour tout le monde. Et c'est possible qu'on organise des conférences sur des sujets brûlants qui vous intéressent. Donc voilà, je le mets tout de suite. 54, 58, 17, 58. Il y a eu beaucoup le sujet de la retraite qui est revenu, pas que dans cette conférence, dans d'autres conférences. Donc, si Dieu veut, ce sera un des sujets qu'on abordera dans les mois qui suivent. Voilà. Fredo, un petit mot de la fin? Oui, merci beaucoup. Très intéressant. Où est-ce que vous diffusez, s'il vous plaît, où est-ce que vous diffusez justement ces conférences? Alors, toutes ces conférences sur les réseaux sociaux, sur les groupes, sur Facebook. Je ne sais pas comment vous avez entendu parler de notre conférence de ce soir. Eh bien, moi, c'est la personne qui nous fait les ateliers mémoire qui nous a mis ça sur son… Ok, alors probablement par la même personne vous trouverez. En tout cas, on le publie. Quelle ville vous êtes, madame? Villars. Non, quelle ville? De quelle ville en Israël? À Jérusalem. D'accord, très bien. La conférence est enregistrée et on enverra le lien de l'enregistrement de la conférence pour ceux qui veulent, qui sont inscrits. Donc, le lien sera disponible, il n'y a aucun problème. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. C'est pas évident quand ça s'assoit une heure comme ça, à des heures pareilles. C'est un peu dur pour ceux qui ont des enfants surtout. Donc, quand la cavoie de ceux qui ont tenu le coup. Et que Fredo, on est sur la même plage, je vois. C'est bon, on peut commencer le karaoké alors. Il y a un C'est bon. En tout cas, Shavua Tov, Be'atzlacha, et à bientôt sur d'autres conférences. Merci de votre attention. Merci, Frédéric. Toda Rabba, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Et Virginie, on essaie de te voir bientôt alors. Je ne sais pas si elle est encore là avec nous. Non, elle a dit qu'elle allait quitter. Ah, d'accord. On va la voir bientôt du côté israélien de la planète. Merci. Allez, Laila Tov à tous. Laila Tov. Au revoir.